La plus grande révélation, je pense, c'est de se dire le déménagement, c'est un moment très très problématique. Mais en fait, la gestion des contrats en elle-même est un problème. Et en fait, quand on tire la pelote de laine, les contrats, c'est juste une tannée à gérer au quotidien. On t'a convaincu de souscrire un contrat pour lequel tu n'avais pas une envie suffisante. Très très grande chance que en fait tu vas l'abandonner. Nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ta préférence. Donc c'est très intéressant, ce qui montre que l'accompagnement humain qu'on en fait et l'apport d'informations qu'on va avoir trouve sa cible et apporte de la satisfaction. C'est vraiment un accompagnement qui est mesuré comme étant hyper appréciable par nos utilisateurs. J'ai compris que l'utilisateur à ce moment-là, quand il pose telle question, parce qu'il a telle crainte par rapport à cette offre. Et donc autant y répondre de manière proactive, et dans l'application, on va mettre une petite information qui proactivement pousse cette info, et donc ça va être chouette. Bonjour et bienvenue du coup dans la saison 2 du podcast Hands-On. On est au 3e épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Valentin. Valentin qui est aujourd'hui CPO chez Pappernest. Valentin, dans ta carrière, tu as commencé, tu nous disais, dans la cosmétique en 2014, si je ne me trompe pas. Après, en 2019, Head of Product côté Pumpkin. Et puis après, vers 2021-2022, VP Product chez Ornicar. Donc, quasi 3 ans que tu es chez Pappernest aujourd'hui. Comment tu es tombé dans le monde du product ? Hello Cyril, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis tombé dans le milieu du product un peu par hasard. Parce que tu as mentionné cette expérience chez slowcosmetic.com, qui est une marketplace. Donc, ce n'est pas le produit au sens product management qu'on l'entend par excellence, en tout cas. Mais c'est là où j'ai vraiment découvert le milieu des analytics, comment et quel produit va répondre à quel besoin de notre utilisateur, optimiser le parcours de conversion jusqu'à la vente, jusqu'au paiement, le suivi de la commande, réduire les questions au service client de où est mon colis, quand est-ce que je vais recevoir mon produit, etc. Voilà, donc c'est vraiment là-bas que j'ai appris tous ces basiques et l'approche produit de manière générale, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du product. Trop bien, donc tu es arrivé là-bas direct en tant que product manager ou alors ça s'est fait un peu au fur et à mesure de ton stage, de ton expérience ? Alors ça, c'est assez cocasse parce que je me souviens que la première fois sur ma fiche de paye, c'était écrit webmaster parce que en effet, je gérais les produits de la marketplace et l'expérience de la marketplace. Et déjà à cette époque-là, webmaster, sans offenser personne, c'était déjà un peu un métier... un peu vieillot, quoi. Un peu à l'ancienne, exactement. Et donc, je m'étais un peu renseigné en me disant, attends, quand même, non, si je suis webmaster, c'est pas ça que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est pas ça que j'avais en tête. Et c'est pas ce que je ressentais au quotidien. Et donc, après avoir fait quelques recherches, je me suis dit, bah, tiens, en fait, non, mais moi, mon rôle, c'est product manager. Et pas au sens chef de produit d'un produit cosmétique sur une marketplace, au sens le produit de la marketplace. Parce qu'il y a le produit pour les clients B2C, puis aussi pour les vendeurs, donc la partie B2B2C. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert en faisant quelques petites recherches. Je me suis dit en fait ok, c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc j'ai trouvé l'intitulé qui matchait mes missions. Et puis aussi ça m'a ouvert les portes du product management en me disant ah mais il y a aussi tout ça à faire pour être un bon product manager. C'est excellent, ça t'a bien ouvert les portes en tout cas. Qu'est-ce qui t'a, tu penses, le plus construit dans toutes ces expériences que tu as eues ? Alors bien sûr, elles ont toutes eu leurs avantages et tu as pu apprendre beaucoup de choses différentes, mais qu'est-ce qui t'a vraiment forgé pour être le Valentin d'aujourd'hui, CPO de Pappernest ? Je pense que ce qui m'a le plus forgé, ça date d'avant le product management. Ça a toujours été cet esprit d'entrepreneuriat, de vouloir aller jusqu'au bout de la chose, de se dire, en fait, je ne suis pas juste en train de faire un produit, je suis en train de faire tourner une entreprise. Ouais. Il y a des clients qui veulent quelque chose et il y a des vendeurs qui dépendent de ma réussite, en tout cas de leur réussite sur ma marketplace. Leur chiffre d'affaires dépend de ça. Donc, tu es arrivé en fait dans l'univers du product parce que tu avais vraiment cette sensibilité aux sales, à ce qui faisait tourner une boîte, plutôt que vraiment par le framework, par toutes les méthodes au product. J'imagine qu'aujourd'hui, vous en avez pas mal, mais en tout cas, c'est pas ça qui t'a fait tomber amoureux du product, quoi. Exactement. Et tu vois, typiquement, j'avais fait une école d'ingé au préalable, au départ de mes études post-bac, que j'ai quitté parce que en fait, j'adore coder, mais j'aime pas faire du code sans savoir pourquoi je le fais ni comment le vendre. Et c'est pour ça que j'ai un peu pivoté vers des aspects plus marketing et de gestion de projet au départ, parce qu'en fait, voilà, c'est pas ça la finalité. Ok, hyper intéressant. Donc maintenant, tu travailles chez Pappernest. Pappernest, c'est une boîte qui a été créée en 2015. 2,5 millions de clients accompagnés aujourd'hui. C'est une boîte qui est passée de 2 à 900 collaborateurs, donc vraiment incroyable comme croissance. Pappernest,
tu me reformuleras ce que je dis si jamais c'est pas correct. C'est un espace pour centraliser aujourd'hui, gérer tes abonnements, souscrire à des abonnements, même les résilier et tout avoir vraiment dans un endroit centralisé. C'est bien ça ? C'est exactement ça. La genèse, c'est déménager, c'est hyper painful. Ouais. On a énormément de choses à gérer, on a énormément de choses en tête. Probablement qu'on a déménagé parce qu'on avait besoin pour probablement un travail. Donc on a déjà tout ça à gérer, bouger sa famille, bouger toute sa vie, ses habitudes. Bouger ses contrats, c'est juste painful, quoi. Tu te rends compte quand tu arrives dans l'appartement. Zut, j'ai pas d'électricité. Exactement. Donc ça, c'est l'anecdote en effet de notre cofondateur. Ouais. Et en fait, on a voulu simplifier ça dès le départ et de fil en aiguille se dire gérer les contrats, c'est painful au-delà de la souscription. Donc il faut un espace pour les centraliser, pour pouvoir les manager. Donc déjà en avoir une bonne connaissance, pouvoir les analyser, les optimiser, les résilier si j'en ai plus besoin. Et voilà, après c'est une boucle infinie de tiens, en fait je souscris à une nouvelle offre, une meilleure offre, et j'ai toujours un œil sur l'ensemble de mes contrats. Ouais. Ok, donc j'imagine une plateforme quand même qui est gratuite pour ses utilisateurs. Hein, donc pour Madame Michel qui est là et qui a besoin d'aller souscrire un nouveau contrat, elle ne payera pas d'abonnement. Par contre, comment vous vous rémunérez derrière tout ça ? Yes, donc ça depuis day one, c'est 100% gratuit pour l'utilisateur final. En revanche, on a un modèle d'apport d'affaires. Donc on travaille avec des partenaires sur l'ensemble des verticales sur lesquelles on exerce, donc l'énergie, donc le gaz, l'électricité, le mobile, la box, l'assurance habitation. On a des partenaires et on vend ces offres-là. Donc nous, on va acquérir des leads, donc des utilisateurs, on va comprendre leurs besoins, leur vendre un contrat, et après ça deviendra le client de cette tierce partie. Et donc nous, on va percevoir une commission en échange de cet apport d'affaires. Donc typiquement, si demain je déménage, j'ai besoin d'un fournisseur d'énergie, j'arrive sur Papernest, je tombe avec un expert qui m'accompagne sur les différents fournisseurs d'énergie qu'il peut y avoir sur le marché. L'expert m'accompagne, donc l'expert Papernest, hein, et puis ensuite vous avez une commission si jamais on souscrit chez un tel ou chez un tel, mais globalement ça ne biaisera pas votre choix. Exactement. Nous, on va être spécialiste de acquérir des clients en étant disponible pour eux, comprendre leurs besoins au travers de nos interfaces digitales ou parcours au téléphone avec nos experts, comme tu l'as dit. Ouais. Et en fonction de tes besoins, mais aussi de tes envies, on va te vendre le contrat de tel ou tel fournisseur. Et donc, comment on fait pour ne pas être biaisé, comme tu mentionnais ? En fait, c'est une relation 100% gagnant-gagnant. Un client qui arrive en disant « j'ai une préférence pour ce fournisseur-là, juste je suis passé par vous, par commodité », en fait, on a tout intérêt à lui vendre ce contrat avec qui on est partenaire. Derrière, on va avoir, nous, des enjeux de taux de validation et d'apport d'affaires. Et cette commission ne va tomber que si le client n'a pas churné. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant et qui fait qu'à mon avis, votre modèle est aussi assez fiable là-dessus et en tout cas, on a une garantie. Intéressant. Exactement. Le produit de 2015, toi, tu n'étais pas encore arrivé, mais à quoi il ressemblait ce premier produit, ce MVP du Papernest ? Alors, ce premier produit, donc, c'est en effet il y a longtemps et en même temps, la thèse était la même, accompagner le déménagement. Et comme je t'ai dit, on est des experts de l'acquisition de clients, donc de capter nos clients peu importe où ils soient. Par rapport à différentes recherches, moments, etc. Le produit de 2015, c'est un parcours où en quelques questions, on prend tes informations perso pour pouvoir te recontacter et tes premiers besoins et l'adresse et la date de déménagement pour pouvoir te contacter au bon moment. Parce qu'en fait, si on te contacte trop tôt, que tu n'as pas encore du tout été dans l'opérationnel de ton déménagement, tu n'y penses pas encore. Ouais. Si on le fait trop tard, tu l'as déjà fait. Et si tu es le jour même du déménagement, tu as des cartons à porter et tu as probablement déjà de l'électricité. Donc le produit est très simple. Quelques questions pour comprendre tes besoins, où est-ce que tu vas, la date et pouvoir te recontacter. Ok, hyper intéressant. Donc vraiment un formulaire qui arrivait pile au moment où tu devais déménager pour pouvoir t'accompagner dans le choix de ton fournisseur d'énergie, par exemple, au moment du déménagement. Exactement. Donc là, à partir de là, tu vas pouvoir choisir ton fournisseur d'électricité, différents autres contrats pour lesquels tu as besoin pour emménager. Typiquement, une assurance habitation est obligatoire pour entrer dans les lieux. Ouais. Et puis, si tu as besoin, on est disponible au téléphone pour t'accompagner. Ok, trop stylé. Depuis ce moment-là, donc du simple formulaire, qu'est-ce que vous avez pu découvrir ? Quelle a été un peu la révélation de votre marché sur des opportunités, produits que vous auriez pu avoir, enfin que vous avez eu d'ailleurs ? Yes. La plus grande révélation, je pense, c'est de se dire le déménagement, c'est un moment très, très problématique, en tout cas, qui est douloureux parce qu'on doit gérer tout un tas de contrats, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, déménager ta vie, déménager tes habitudes, etc. Mais en fait, la gestion des contrats en elle-même est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme de centralisation des contrats. Ça, c'est venu dans un second temps. Hein. Donc, au début, c'était vraiment juste de la souscription et après, exactement, vous avez créé la plateforme. Okay. Exactement. Ça, c'était quoi, 2017, 2000, tu sais Ouais, dans ces eaux-là, 2017-2018. Okay. C'est vraiment dans ces eaux-là. Le but étant de se dire,
On a trouvé un momentum dans lequel l'utilisateur a besoin de nous. Et en fait, quand on tire la pelote de laine, les contrats, c'est juste une tannée à gérer au quotidien. On avait fait une étude avec l'UFC Que Choisir en 2019 ou 2018. C'est un Français sur deux interrogé nous dit qu'il va garder un contrat qu'il sait qu'il a, qu'il paye, qu'il n'utilise pas. Juste parce qu'il n'a pas de temps, pas envie, ou c'est 3 fois rien. Mais en fait, quand tu accumules tout ça, ça devient des sommes considérables. En tout cas, dans tous les cas, tu n'aimerais pas perdre juste par manque de temps. Et donc, on propose ce produit de centralisation des abonnements, le but étant de reprendre le contrôle. Ok, hyper intéressant. Maintenant, passons un peu au modèle, au fond. On dit que le product aujourd'hui est beaucoup en quête de ROI. Vous, c'est un peu différent. C'est vrai que je donnais l'exemple de La Fabrique du Net, qui est voilà, un média qu'on a, etc., où on donne de l'information, de la valeur à l'utilisateur en comparant des logiciels, des solutions. Mais en fait, l'utilisateur ne paye pas. Aujourd'hui, vous, c'est votre cas. Le modèle de commission est aujourd'hui assez critiqué peut-être. Comment vous garantissez que les informations que vous affichez ne sont pas biaisées par un modèle de rémunération qui est plus avantageux chez un tel ou chez un tel? Yes, donc pour le coup, nous aussi, on a une culture très héroïstique. On va beaucoup... alors, évidemment, comme tout product qui se respecte, on a une créativité sans limite et une capacité beaucoup plus limitée. Comment on va faire en sorte d'avoir des expérimentations ou avoir de la confiance de manière optimale avant d'aller délivrer un produit? Et même quand on a confirmé toutes ces étapes-là, l'appétence d'un marché, etc., ça veut dire qu'on va l'exécuter correctement du premier coup. Et donc, on va devoir avoir cette approche héroïstique. Donc, même dans ce modèle de gratuité pour l'utilisateur, il faut qu'on arrive à se dire comment tous ces aspects gratuits, toutes ces fonctionnalités gratuites qu'on offre, vont à un moment ou à un autre se reconnecter à notre business. Ça peut être indirectement, ça peut être très directement. Voilà, je centralise tes abonnements, je t'affiche le fait que tu peux... faire des économies sur tel vertical, tel contrat, tel fournisseur, parce que nous, on sait qu'on a des offres plus adaptées ou mieux disantes. Voilà, donc tu en sors de la feature de juste j'ai une fonctionnalité gratuite de centralisation, tout de suite j'ai un petit intent qui me dit je peux faire des économies. Et là, ça repasse dans la boucle d'optimisation de contrat, et donc on va te vendre notre contrat. Alors, ouais, c'est hyper intéressant. On va te le résilier et t'en faire souscrire à nouveau. Donc comment on fait pour ne pas être biaisé? En fait, c'est une relation 100% win-win. En fait, si on te vend un contrat, on t'a convaincu de souscrire un contrat pour lequel tu n'avais pas une envie suffisante, il y a une très très grande chance que en fait, tu vas l'abandonner. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ta préférence. On va prendre tes critères. Je veux tel type d'électricité. Je veux tel type de connexion. Je veux tel type de box. Je veux X gigas de data. Je veux X ou Y critères. À partir de là, et le premier élément étant ta préférence. À partir du moment où on a un résultat qui matche ces critères et cette préférence, on te le propose. Demain, si je te propose un fournisseur A et que toi, tu avais le fournisseur B en tête, tu l'as en tête pour une très bonne raison, qui est peut-être pas du tout légitime ou rationnelle. Le fait est que tu en as une préférence. Donc c'est pour ça qu'on va commencer l'expérience par se dire quelle est ta préférence. À partir du moment où on a pris ta préférence, c'est pas gagné, mais quasiment. Parce qu'en fait, on est déjà dans la vente, elle est déjà quasiment faite parce que tu le voulais. Donc, on va juste être une commodité pour toi et t'aider à le faire. Et nous, derrière, on a des enjeux, comme je disais, de taux de validation et donc de rémunération. Donc, on a zéro intérêt à te vendre quelque chose dont tu n'aurais pas besoin, ou en tout cas, pas le fournisseur que tu aurais eu. Ouais, en fait, si je me mets un peu dans la peau de l'utilisateur, j'ai déménagé, par exemple, il y a 3 semaines, c'est de se dire, OK, par exemple, moi j'ai envie de Total Energy parce que j'aime bien leur application mobile, etc. Mais dans ma tête, tu vois, j'étais un peu en mode j'espère que je fais quand même le bon choix et qu'il n'y a pas des offres qui sont vraiment meilleur marché, tu vois. Et donc là, j'arrive sur votre plateforme et ça permet peut-être de valider mon hypothèse. Peut-être que c'est pas la plus rentable, mais en fait, vu l'écart de prix, je préfère rester chez le fournisseur d'énergie auquel j'aime bien l'identité de marque ou etc., etc. Exactement. Tu vas pouvoir comparer les offres. Ouais. Ensuite, on ne pourra t'accompagner que sur les offres avec lesquelles on est partenaire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment c'est très clair. Ouais. Après, si tu as fait ta comparaison et que tu préfères une offre qui n'est pas partenaire de Peppernest... C'est ça. Toi, tu mets à disposition toutes les informations et puis après, l'utilisateur fait son choix. Trop intéressant. Aujourd'hui, comment on pilote
un produit. C'est rare, en fait, mine de rien. Alors, la semaine dernière, j'avais le Pass Culture. Pareil, c'était un peu les mêmes enjeux. Un produit qui offre une offre de bienvenue, mais qui, derrière, ne fait pas payer l'utilisateur, etc. Donc, comment tu mesures la valeur d'un produit quand tu n'as pas de revenus annuels par utilisateur, mais quand ta seule métrique, en fait, ça va être ta satisfaction utilisateur couplée à ta confiance? Yes, alors on se base évidemment sur la satisfaction utilisateur, donc on le mesure via notre NPS. Un NPS qui tourne à chaque parcours que l'utilisateur a chez vous, qui reçoit régulièrement par mail? À chaque moment clé, en effet, quand on considère que c'est vraiment l'étape clé dans ton parcours, on va te proposer de noter, d'apprécier ton expérience en fonction de différents critères, etc. On va collecter ce NPS. Donc ça, c'est notre indicateur phare. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour nous, à la fois de se dire que c'est nos OKR annuels, de dire qu'on veut encore l'augmenter. Donc, tu vois, on a un NPS qui avoisine ou qui frôle les 70, ce qui est énorme par rapport à de la prestation de service sur des verticales comme l'énergie ou les telcos. On est beaucoup plus proche de 5, en tout cas moins de 10, quoi. Donc, c'est très intéressant, ce qui montre que l'accompagnement humain qu'on en fait et l'apport d'informations qu'on va avoir trouve sa cible et apporte de la satisfaction. C'est pas juste de l'enrobage autour d'une offre. C'est vraiment un accompagnement qui est mesuré comme étant hyper appréciable par nos utilisateurs. Est-ce qu'il y a déjà eu un matin où tu t'es levé d'ailleurs et où tu as vu le NPS chuter suite à une mise en prod que vous aviez faite, passer de 70 en moyenne à 20 sur la journée parce que vous aviez mal fait une décision produit ou autre ou pas? Alors non, ça n'a jamais été aussi radical parce qu'on a vraiment des méthodologies d'AB testing, voire davantage de versions en parallèle avant de le mettre at scale. Donc on ne prend jamais des risques significatifs, mais on itère très rapidement et on a des versions expérimentales très diversifiées. Donc on n'a jamais vu d'impact aussi radical. En revanche, tu peux le voir KM dans la partie qualitative du commentaire. Quand tu es habitué à lire plutôt des choses comme « Merci pour votre accompagnement, j'ai été accompagné par tel expert au téléphone, j'ai adoré la proposition de Paper.Nest qui m'a tenu la main jusqu'à mon déménagement, etc. » Et puis d'un coup, tu as des termes un peu différents. Ou la personne qui s'étale moins ou qui fait moins d'éloges. Là, tu dis « Tiens, on a fait sauter cette étape. Peut-être qu'en fait, elle nous faisait perdre quelques dixièmes de points de conversion. » Mais à la fin, peut-être qu'on va avoir davantage de churn parce que la personne a moins compris pourquoi on l'accompagne de cette manière-là. Et donc, on va avoir un impact moins positif ou potentiellement négatif à la fin. Donc, tu vas beaucoup dans le détail. En fait, c'est dans le micro-détail que tu vas analyser un peu les impacts que ça a eu, quoi. C'est passionnant. Exactement. Sur du métier de l'accompagnement, quand même c'est digital pour une grande partie, et nous, on est quand même assez loin de nos utilisateurs. Tu vois, à la fin, on est dans un bureau et le contrat, il s'est vendu au téléphone entre deux personnes. C'est ça. Voilà, on n'est même pas dans cette conversation. Donc, on peut les écouter. On a des transcripts de tout ça. On peut agréger toute cette donnée. À la fin, il faut aller regarder la donnée qualitative pour te rendre compte. Et c'est ça, dans tous les cas, la vraie qualité d'un product manager, c'est d'être le digne représentant, fin connaisseur et digne représentant de tes utilisateurs, de leurs enjeux et de leurs problèmes, pour driver la suite. Sinon, on ferait que de shipper des features fonctionnelles, certes, mais qui ne servent pas l'intérêt ni de l'utilisateur ni de ton business. Ok, hyper intéressant. Donc, on a évoqué le NPS comme métrique hyper important pour vous côté équipe product. Est-ce qu'il y en a d'autres? En effet, le NPS, c'est pas que pour l'équipe produit. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un OKR de toute la boîte. Donc, tous les départements ont à cœur d'aller dans le sens de l'amélioration de ce NPS, mais aussi dans sa compréhension. Ça va driver nos actions du quotidien. Côté produit, et comme pour toutes les équipes, mais pour le produit en ce qui nous concerne, on va regarder combien de chiffre d'affaires on a réussi à générer de manière incrémentale. Parce qu'en fait, si tu fais juste runner ton business, tu as du chiffre d'affaires qui rentre toutes les semaines, tous les jours. Mais en fait, quel est l'incrément qui a été apporté par nos dernières itérations par rapport à la semaine précédente, le mois d'avant, l'année d'avant, et overall sur les 10 dernières années, pour se dire, OK, en fait, il n'y a pas de biais de saisonnalité, etc. On parle vraiment de chiffre d'affaires incrémental. On va parler beaucoup de taux de conversion. Ça, pour le coup, dans nos parcours, on parlait beaucoup de parcours d'onboarding. En fait, c'est vraiment notre indicateur clé. En fait, les taux de conversion, eux aussi, sont liés pas mal à la saisonnalité. Tu le vois un peu? Exactement. Alors, tu vas avoir des impacts de saisonnalité. Tu vas avoir des impacts de lancement de nouveaux partenariats. Un partenaire tout frais va lancer nos parcours et on va avoir un afflux massif de trafic. Ce qui peut impacter positivement ou négativement le taux de conversion. Un partenaire, c'est qui, par exemple? Alors, nous, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires à la fois réseau immobilier, mais aussi avec des banques. Aujourd'hui, on est partenaire avec Banque Populaire, Caisse d'Épargne et la BNP pour le marché français, qui ont du coup directement dans leurs applications bancaires une petite information
optimiser cette dépense avec Paper.Nest. Donc là, ça débarque chez nous directement ensuite. Et donc là, on va lancer un nouveau partenaire. Tu en parles de partenaire massif. Donc, on va avoir un afflux massif d'utilisateurs. Et donc, parfois, tu as juste la partie, l'attractivité de la nouveauté. Et l'utilisateur n'avait pas du tout en tête d'aller plus loin. Donc là, tu vas avoir ton taux de conversion baisser. Donc, tu vois, il faut réussir à débiaiser tout ça en se disant, OK, là, il y a eu un lancement de ce partenaire-là. Donc, je vais peut-être enlever ce partenaire-là de mon analyse du jour pour comprendre et débiaiser ce qu'on a fait. Après, tu auras des impacts de saisonnalité. Dans le mois, par exemple, en fin de mois, tu avais plus de personnes qui vont dire, tiens, je vais être débité début du mois prochain de telle facture. Il est peut-être le moment de l'optimiser pour que ça ait un impact tout de suite. Parce que vous avez des alertes, je crois, en fin de mois. Si jamais tu n'as pas résilié peut-être ton abonnement ou tu es en période d'essai, peut-être que vous interagissez aussi avec l'utilisateur à ce moment-là. Exactement. En effet, en ayant identifié tous tes abonnements, en étant directement connecté à ton compte bancaire, on va pouvoir te pousser ces informations-là, en tout cas te les mettre à disposition. Et donc là, on va voir qu'en effet, on a des résiliations régulièrement avant la prochaine échéance pour avoir un impact très rapide et direct sur le budget. Ok, hyper intéressant. Donc 2 KPI, le NPS et le chiffre d'affaires, t'en vois d'autres ou c'est déjà ce qui est majoritairement suivi aujourd'hui? C'est vraiment nos 2 North Star. Ouais. Le but, c'est de se dire, on a de la satisfaction utilisateur, expérience utilisateur, et on a du business. Et parce que vous êtes une boîte d'ailleurs qui s'est lancée from scratch, donc vraiment qui a toujours été rentable tout au long de sa vie. Exactement. Une approche la plus... donc, nous, on utilise vraiment la partie lean. C'est vraiment ce qui nous drive au quotidien. Chaque action doit être la plus petite et générer un prochain input pour une prochaine action. Enfin, générer un input pour une prochaine action. Ouais. Et la rentabilité doit être vraiment au cœur de nos discussions. Alors, ça n'empêche pas de faire des tests qui ne sont pas rentables le day one. En revanche, il faut qu'il y ait le chemin de la rentabilité. C'est ça, en fait, tout n'est pas lié à une conversion directe. C'est-à-dire que tu as peut-être un radar à plusieurs branches et tu as effectivement ta conversion directe parce que tu vas avoir une vente supplémentaire, mais tu as tout ce qui va être lié, j'en sais rien, ta notoriété de marque, tout ce qui va peut-être avoir un impact SEO, donc mesurable beaucoup plus longtemps après. Donc, c'est peut-être d'arriver à faire cette distinction de ROI selon ce que tu touches et ce que tu ambitionnes de toucher justement en termes de valeur, quoi. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, le but étant de lancer plein de choses, tester, garder ce qui fonctionne le mieux. Et fonctionner mieux ne veut pas dire que c'est un impact direct dans 100% des cas. Parfois, c'est un pari qu'on fait et on se dit, bah tiens, on met cette nouvelle fonctionnalité à disposition avec l'espoir que, en tout cas, avec l'hypothèse que l'utilisateur, en ayant cet usage-là, va repenser à Paper.Nest derrière, va reconnecter les points et quand il aura besoin, donc imaginons de déménager, mais juste de penser à optimiser ses contrats, c'est à nous qu'il va penser d'abord. Ouais, ok. Vous avez aussi toute une notion de référencement sur Paper.Nest parce qu'il faut que l'utilisateur puisse tomber sur votre service, soit en comparant par exemple plusieurs offres d'énergie, etc. Donc en gros du SEO, vous êtes présent en top recherche sur Google. Est-ce que aujourd'hui, quand vous faites une modification de produit qui par exemple va impacter le SEO ou doit impacter le SEO, est-ce que vous arrivez quand même à le mesurer dans le temps, c'est-à-dire à vous dire ok, il y a des métriques qu'on suit sur 6 mois, 1 an pour voir quel effet ça a eu, ou est-ce que c'est toujours en construction, ou est-ce que vous le faites pas du tout d'ailleurs? Alors, c'est des métriques qu'on suit énormément de très près. Donc, on a à la fois la partie résultats de ranking, donc ta position dans les résultats de recherche. Ouais. Donc, aujourd'hui, l'équipe produit sur le scope acquisition bosse évidemment main dans la main avec l'équipe contenu et SEO, qui sont eux les spécialistes du SEO. Nous, on va implémenter le SEO, les ressources du SEO, mais c'est eux à la fin qui font la stratégie du SEO. Et donc, on va pouvoir se dire, tiens, cette page-là a dégringolé ces derniers mois, on va la revamper et donc on va suivre son ranking dans les prochaines semaines. Donc le SEO, c'est toujours un temps long, donc en fait c'est très frustrant pour le product et de manière générale, quand tu as des KPI qui bougent pas à l'heure près, mais en tout cas à la demi-journée, tu vois des impacts significatifs. Le ranking, c'est très, très ingrat pour ça. Il n'y a rien de pire, je crois, pour un product. Tu es habitué à avoir directement tes retours sur investissement et là, tu as l'impression d'avoir une tortue qui arrive et qui arrive jamais, quoi. Et tu n'as même pas accès à ton utilisateur qui aurait churné parce qu'il a juste fermé ton site, il n'a rien laissé comme information, tu ne peux pas le recontacter. Ouais. Donc, c'est très frustrant, en tout cas, c'est très ingrat. Donc ça, c'est des choses qu'on mesure sur le temps long. Ensuite, on a quand même des KPI de volume de clics, donc de visiteurs, puis de conversion à soit la conversion dans l'application, donc l'onboarding, soit la conversion au call avec nos experts. Et donc ça, c'est des KPI quand même encore une fois, très business finalement, appliqués à un scope fonctionnel qui est le. J'adore parce que vous avez vraiment un pôle product qui est quand même super orienté sales et chiffre d'affaires et puis rentabilité. Donc je trouve ça quand même très sain aujourd'hui, surtout avec le marché qui évolue, on l'a déjà dit plusieurs fois. Est-ce que tu as un exemple
de moments dans les 3 dernières années où le business s'est un peu heurté à l'utilisateur ou à la confiance utilisateur, où j'en sais rien, tu as une super offre qui est sortie et tu t'es dit zut, là on a mal fait les choses, on a mis en avant cette offre et du coup on a impacté la confiance de l'utilisateur? Alors, on va pas impacter la confiance de l'utilisateur en elle-même. En revanche, quand on parle de cross-sell, par exemple, un utilisateur qui va venir pour un contrat X, en fait, maintenant qu'on est au téléphone ensemble et qu'on a géré ce contrat-là avec toi et que tu es satisfait de l'accompagnement qu'on te propose, parlons un prochain contrat. Et en fait, on va vite arriver à une limite qui est le call ne peut pas durer 1 heure non plus. Ouais. Les gens ont un temps limité à nous accorder. Donc, tu vois, côté business, c'est une super bonne idée de se dire, en fait, on va leverager le temps qu'on a avec cet utilisateur. Le temps qu'on veut accorder à la gestion du premier contrat, il est incompressible. En fait, on ne peut pas faire signer un contrat en 5 minutes. C'est la présentation de l'offre, la compréhension des besoins, la présentation de l'offre, l'accompagnement, récupérer les détails de l'utilisateur pour pouvoir préparer ce contrat. Ça, c'est incompressible. Voilà, et à la fin, c'est une discussion humaine. Donc, voilà, tu ne peux pas te dire, on va réduire ce temps-là. Les gens font déjà le maximum de ce qu'on pourrait attendre à ce sujet-là. Et donc, on pourrait dire, ok, maintenant qu'on est au téléphone, essayons de faire un cross-sell supplémentaire. Ça, en termes de business, c'est top. Tes coûts d'acquisition sont du coup impactés parce que du coup, tu vas vendre plus qu'un contrat. Tu vas donc avoir plus de revenus. C'est top dans l'idée. Dans la réalité des choses, c'est très compliqué à implémenter. Parce que l'utilisateur qui vient pour un contrat X n'a pas forcément envie, ne serait-ce que de parler d'un contrat Y. Ouais, c'est ça. Tu restes quand même assez fermé souvent, je trouve, dans ces approches commerciales. C'était tellement sollicité à droite et à gauche que en fait, tu te concentres vraiment sur ton besoin du moment. C'est ça. Tu as un rendez-vous, il est censé durer X minutes. J'ai géré ce que j'avais à gérer, je passe à la suite de ma journée. Les gens à la fin ont un travail, ont en tout cas des activités à faire. Exactement, ils ont des activités à faire. Ils vont pas passer leur après-midi avec nous au téléphone, quand bien même les offres pourraient les intéresser. Mais juste, c'était pas leur volonté à ce moment-là. Et donc, on a répondu à leur besoin principal. Et c'est très bien comme ça. Donc à ce moment-là, tu vois, une idée business qui, sur le papier, est hyper rentable, hyper intéressante, complexe à implémenter, parce que, encore une fois, ça, c'est des aspects humains et d'approche de l'utilisateur. Ok, hyper intéressant. Tu me parles pas mal d'experts qui sont là, qui t'accompagnent au téléphone, etc. Je pense que le product-led growth, c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué dans les dernières années, peut-être souvent comme quelque chose, vraiment un goal, mais premier. Aujourd'hui, est-ce que justement, quand vous sentez qu'une dynamique sales est bien en place, ou en tout cas que quelque chose est très mature, est-ce que vous vous dites, tiens, côté produit, il y a peut-être une opportunité pour aller transformer tout ce qu'on fait au téléphone, ou en tout cas accélérer le temps de traitement des demandes par un parcours sur votre plateforme? C'est un réflexe quasiment évident. Quand tu travailles dans le milieu du digital, de la technologie, tu as envie de tout automatiser. Tu as envie de proposer les choses les plus incroyables et qui se supportent elles-mêmes, qui peuvent être ouvertes 24h/24, etc. Bien sûr. Donc, c'est un réflexe normal. En revanche, pour le PLG, souvent, ça s'applique quand même plutôt à des boîtes davantage B2B. Des SaaS, etc. Ou alors ça peut être des SaaS B2C, mais en tout cas des produits de ce genre. Dans les métiers qu'on exerce aujourd'hui à Paper.Nest, alors on essaie toujours de s'inspirer de ce qui se fait dans le parcours offline, disons donc au téléphone, mais plutôt dans le sens de j'ai compris que l'utilisateur à ce moment-là, quand il pose telle question, parce qu'il a telle crainte par rapport à cette offre. Et donc, autant y répondre de manière proactive, et dans l'application, on va mettre une petite information qui proactivement pousse cette info, et donc ça va être chouette. Ouais, ou dans le parcours, donc tu te rends compte qu'il y a telle occurrence de telle question sur les 2 derniers mois, et tu vas dire, tiens, bon, dans le parcours maintenant, ce serait bien qu'on insiste un peu dessus pour que nos équipes au téléphone passent moins de temps là-dessus. Exactement. En revanche, c'est un réflexe évident. Dans la réalité des choses à implémenter, c'est hyper complexe. Et donc, Paper.Nest a fêté ses 10 ans. Ça fait donc 10 ans qu'on teste et qu'on essaye de répliquer cet accompagnement-là. Donc, on a parlé d'expérience utilisateur et de NPS. Aujourd'hui, si tu regardes nos avis 5 étoiles, c'est des personnes qui nous disent « Merci pour l'accompagnement. J'ai adoré l'accompagnement. J'ai apprécié la manière dont vous m'avez accompagné. » Tout ça, c'est des choses qui sont très intangibles. Donc, à répliquer dans du digital, c'est mission impossible. Vous, en fait, le digital est un moyen d'accompagner vos clients et c'est pas la finalité en soi, puisque la finalité est peut-être plus l'expert que tu as au téléphone. Alors, c'est pas une finalité en soi d'avoir la personne au téléphone. C'est 50-50 en fait. C'est plutôt de se dire, vous avez le choix. Tu vois, on parle à toutes les populations. C'est ça aussi. Des personnes qui ont besoin d'accompagnement,
pour différentes raisons intrinsèques à leur personne. Ouais. Des personnes qui ne veulent pas parler au téléphone. Donc, tu vois, on peut penser à des générations un peu plus Moi, jamais on m'appelle. Hein. récentes. Voilà. Le fait est que même dans cette tranche de la population, tu as des personnes qui vont juste avoir un peu la flemme. Et donc, le fait de se dire, je passe un coup de fil et je vais déléguer cette charge à quelqu'un, parce que même quand tu le fais toi-même en ligne, il faut quand même renseigner tes informations, comparer les offres, sélectionner celle qui te convient le mieux. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu l'as dit tout à l'heure. Et puis renseigner ton IBAN et signer le contrat. Donc il y a quand même une charge de travail. Quand tu es au téléphone, ça reste une discussion et c'est en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. C'est fait, tu as l'impression d'avoir délégué la tâche et tu as vraiment soulagé ta charge mentale. Donc tu vois, on s'adresse à tout un tas de populations différentes. Donc c'est plutôt de se dire, proposons toutes les options et utilise celle qui te sied le mieux au final. T'as pas un ICP quand même, j'en sais rien, qui est le plus présent chez Paper.Nest, donc un profil de client qui revient à coup sûr. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est vraiment tout le monde comme tu le dis? C'est vraiment très 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 diversifié et c'est aussi une volonté d'ailleurs de vouloir targeter tout le monde. Ouais. En tout cas de ne pas targeter une population en particulier. De manière purement rationnelle, on pourrait se dire que nos partenariats bancaires nous apportent, donc nos partenariats avec les banques françaises vont nous apporter des utilisateurs très qualifiés. On va déjà avoir l'information de quel est ton ancien provider, donc on va porter d'aller optimiser. On pourrait se dire de manière rationnelle, focalisons-nous là-dessus et puis on va générer un max de chiffre d'affaires. Le fait est qu'en voulant s'adapter à tout le monde, on n'a pas un persona très très précis. En revanche, on ne perd personne non plus. Et en effet, le fait de se dire qu'on a toujours le fallback au téléphone, là pour le coup, l'échange oral, personne à personne, reste la solution la plus intéressante et la plus naturelle. Ok, hyper intéressant. Juste avant de conclure sur vraiment ta vision peut-être du monde du product, etc., j'aimerais qu'on fasse toute une partie sur la partie feedback. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est quand même gratuit sur le fond, donc peu de feedback par rapport à peut-être un produit payant où l'utilisateur aura des vraies attentes. Comment aujourd'hui vous captez des signaux faibles sur votre produit? Yes. Aujourd'hui, alors je partage tout à fait l'aspect de se dire quand on paye, on a plus d'exigences, mais on va aussi avoir le biais de se dire je ne paye pas non plus pour n'importe quoi, donc je vais beaucoup me renseigner en amont et je vais sélectionner le produit qui répond le mieux à mes besoins. Et donc à la fin, je ne suis même pas certain qu'on va avoir plus de feedback. D'accord. Parce que en fait, tu as fait un choix et vraiment le temps de décision a été nécessaire. Et derrière, en fait, tu es satisfait parce que tu as fait le bon choix. Dans le meilleur des mondes. Pour un produit gratuit, c'est très différent en effet. Comment on fait pour capter tout ça? Donc déjà, on a des volumes d'utilisateurs qui sont très conséquents. C'est quoi, par exemple, un volume aujourd'hui sur Paper.Nest? Combien de personnes sont connectées dans la journée? Alors aujourd'hui, tu vois, ce mois-ci, on peut se dire qu'il y a 50 000 personnes, entre 40 et 50 000 personnes qui ont utilisé le produit Paper.Nest. Ouais, d'accord. Tu vois, donc c'est massif. Ouais. Encore une fois, c'est tout le monde. Et donc c'est à peu près, c'est tous les profils. Alors, sur des parcours très particuliers, on essaye de les contacter. Donc, on va te passer un petit coup de fil. Bonjour, je suis de la team produit Paper.Nest, vous utilisez notre produit, etc. Pour capter la discussion. Et ils captent ça parce que j'en sais rien. Moi, j'arrive, je compare des fournisseurs d'énergie. Je regarde pas trop en fait qui compare les fournisseurs d'énergie. Tu n'as pas forcément de souvenir de la marque qui te compare les fournisseurs. Est-ce que ça, ils se souviennent ou ils disent bah non, je sais pas qui vous êtes Alors, ça nous arrive très régulièrement. Et quand bien même ils se souviennent, on va se heurter à la disponibilité de la personne. Ouais, c'est ça. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis pas dispo. Nous, on se dit bon, on va t'appeler vraiment à midi, juste avant ta pause déj. Peut-être que tu vas nous donner 5 minutes. En fait, quel intérêt tu as à donner 5 minutes? Tu préfères aller passer ta pause déj avec ta famille, avec tes collègues, ce que tu veux, ou aller au sport ou faire ce que tu veux. Donc, c'est très compliqué de les joindre. Et ça, c'est vous qui le faites? Product Manager chez Paper.Nest? Ça, c'est l'équipe product qui le fait, en effet. Pour les utilisateurs B2C. On a une équipe de sales pour le produit B2B, donc évidemment qu'on va beaucoup plus se reposer sur eux. Celui qui s'adresse au réseau d'agences, etc. Okay. Exactement. Pour les produits, donc pour les utilisateurs des produits gratuits, donc c'est compliqué de les avoir au téléphone, c'est compliqué d'avoir des conversations complètes, on va dire. En revanche, ils ne sont pas du tout avares de nous envoyer quelques emails, de se dire, bah tiens, j'ai pas trouvé telle info, je comprends pas pourquoi vous m'avez mis celle-ci à cet endroit. Et en revanche, on va
énormément usé ce qu'on appelle des session replay. Ouais. Donc c'est vraiment l'ordinateur, enfin l'écran de l'utilisateur qui va être enregistré. Donc évidemment tout est anonymisé, il n'y a aucune donnée personnelle, etc. Mais pour nous, Product Manager, ça permet de mêler à la fois du qualitatif et du quantitatif. Et c'est tellement différent, je trouve, de voir l'usage en réel de ta plateforme par rapport à ce qu'on peut te dire aussi. Enfin, c'est hyper sain d'avoir d'ailleurs ces deux approches. Exactement. Et donc, on a le quantitatif parce qu'on a accès à des dizaines de milliers de session replay. Bien sûr. On peut revenir au moment qu'on souhaite pour toute l'équipe se projeter aussi dans le problème parce qu'en fait, je peux comprendre un problème, je vais te le répéter, tu vas le répéter à quelqu'un et à la fin, c'est plus tout le même problème. Le fait d'avoir vraiment aussi cette image devant les yeux, c'est très intéressant. Et le qualitatif parce qu'on va voir le curseur se balader, l'utilisateur faire retour, saisir une info puis la changer pour une autre, etc. Et donc, tout ça, c'est très intéressant pour nous. En tout cas, c'est le moyen le plus direct et qualitatif qu'on a trouvé pour être proche de ces utilisateurs qui sont un peu parfois avares de contact, en tout cas de disponibilité. Donc, tu as des squads en fait, qui sont répartis sur des parcours chez toi, sur Peppernest, sur la plateforme? Alors, on a des grandes tribes par produit. D'accord. Donc, produit B2C, par exemple, les produits B2B. Ouais. Et au sein du produit B2C, par exemple, on va avoir des personnes en charge de la pure acquisition, donc les sites, vraiment le premier contact avec l'utilisateur. D'accord. Et puis, des personnes qui vont être en charge de ce qui se passe in-app. D'accord. Ok. Donc, voilà, donc c'est vraiment, en effet, c'est par scope fonctionnel. Ok, donc ça va être la même tribe, par exemple, qui gère toute la partie abonnement, récurrence, etc., résiliation des abonnements, et puis la tribe qui gère toute la partie vraiment je souscris un contrat d'énergie, ça va être la même équipe, ça, qui s'occupe des deux. Exactement. Pour la partie customer facing. D'accord. Derrière, il y a d'autres équipes qui vont rentrer en jeu pour faire un peu la magie qui s'opère en back-office, c'est le cas de le dire, pour aller connecter les API des différents partenaires, d'aller proposer les comptes rendus du contrat, etc., de connecter un peu connecter tous les points pour que la magie puisse opérer et que notre client il ait juste cette interface simpliste pour choisir l'offre qui lui convient le mieux. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe produit aujourd'hui ? Aujourd'hui à Peppernest, on est une équipe produit d'une 30aine de personnes. Ok, hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, là, vous vous retrouvez cette semaine. Comment vous faites un peu cette session de replay? Vous mettez tous autour de la table et vous regardez, vous faites une session d'1 heure, vous regardez tous les replays et vous faites un feedback sur la dernière semaine où vous aviez fait un travail justement sur ce flow, ou c'est chaque product manager qui le fait de manière assez récurrente parce que en fait, la discovery fait partie de son métier. Alors, il y a vraiment les deux. Ouais. Donc, c'est pas toute l'équipe parce qu'on a des scopes trop différents et donc c'est toujours intéressant de se partager les problématiques des autres, etc. Le fait est qu'on a un agenda chargé et donc, de manière récurrente, ça dépend aussi des équipes, mais de manière récurrente, ce qu'on peut se dire, c'est que toutes les semaines, ils vont passer 1 heure à regarder ces session replay, soit sur un flux en particulier, soit par pure découverte. Et puis, en revanche, chaque product manager, donc ça se fait en squad. Et après, chaque product manager, en fonction des expérimentations qu'il a dans le moment, c'est hyper important qu'il le regarde en fait tous les jours. Parce que si tu veux A/B tester avec une très grande vélocité, il faut pouvoir avoir des idées d'A/B test et donc avoir l'idée de la prochaine itération. Et pour ça, il faut regarder tes sessions. Normalement, tu te lèves le matin et tu regardes ta courbe chaque matin pour être sûr que tu t'orientes vers la bonne stratégie dans la journée, quoi. Exactement. J'ai interverti ces deux champs-là. Donc c'est un A/B test très basique, mais le fait est qu'il faut se rendre compte de l'impact. Et est-ce que ce KPI a baissé, est-ce qu'il n'est pas dû parce qu'aujourd'hui on est mercredi et c'est comme ça, ou est-ce que non, dans le session replay, je vois que les utilisateurs, en fait, ils font des allers-retours entre les deux champs parce qu'on n'aurait pas dû les inverser, quoi. Et donc là, il faut ce matériel pour la créativité de l'itération suivante et pouvoir release la prochaine itération l'après-midi même, quoi. Ok, est-ce que tu as un exemple de feedback qui a été fait par l'utilisateur, alors que ce soit par tes experts, par un mail, qui a vraiment bousculé la roadmap? On n'a pas eu de feedback qui a bousculé la roadmap à proprement parler. En revanche, c'est toujours par ce feedback qualitatif d'un utilisateur qui a pris le temps de nous écrire qu'a émergé de nouvelles idées. Tu vois, on fait de la veille concurrentielle, on regarde beaucoup ce qui se passe donc chez nos concurrents, mais aussi sur le marché américain, j'imagine, des choses comme ça. À l'étranger de manière générale. Puis on se dit, OK, est-ce que notre marché serait OK pour ça? Est-ce que nos utilisateurs sont prêts pour ça? Est-ce que c'est le bon moment pour nous de le faire? Et puis on se dit que pas spécialement, ce marché est trop différent du nôtre, etc. Et puis en fait, du jour au lendemain, tu vas recevoir 1 mail, 2 mails, 3 mails de personnes qui vont te dire, mais je cherchais telle fonctionnalité, c'est étrange que vous ne l'ayez pas, moi j'aimerais pouvoir faire ça. Et donc en fait, ça va faire émerger un peu ce genre d'idées. Donc c'est pas un bousculement complet. En revanche, ça peut bousculer notre manière de penser.
Ouais, carrément, pour anticiper l'usage de demain et le produit de demain, quoi. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir autant d'utilisateurs, bah forcément, tu as des choses qui sont intéressantes quand même. Faut faire le tri, je pense, parce qu'un feedback ne suffit pas. Mais bon, quand il y a une occurrence de 5-10, tu te dis, bon, ok, intéressant. Exactement, que ce soit positif ou négatif. Les personnes qui prennent le temps de t'écrire sont toujours les gens les plus engagés. Donc quand c'est négatif, on peut penser qu'il y a 50 fois plus de personnes qui le pensent ou qui l'ont expérimenté d'une manière ou d'une autre. Quand c'est positif, pareil, c'est exponentiel. Une personne qui prend le temps de te le dire, il y a probablement plusieurs dizaines qui le pensent et qui en ont envie ou qui aimeraient le trouver au sein de ton produit. Papernest, vous êtes une boîte quand même très solide côté product. Vous avez plein de petits tips qui vous font avancer et qui vous font progresser de façon très lean. Tu m'as aussi parlé d'une petite spécialité que vous aviez en interne, du papercraft. Tu peux m'en dire un peu plus ce que c'est et en quoi ça, tu penses, un peu transformer l'approche product et la vélocité que vous aviez? Alors oui, c'est exactement ça, c'est transformatif. Alors c'est transformatif, mais pour moi qui suis là depuis 3 ans, c'est mon quotidien. Enfin, je l'ai connu day one et j'expérimente tous les jours. Papercraft, c'est notre outil de low-code. Donc il faut différencier le no-code du low-code. Le no-code, ça va être des choses comme Bubble, comme Wix, etc., où on va avoir beaucoup de drag and drop, ouais, c'est ça. Exactement, du drag and drop, un peu de configuration, évidemment, connecter des points, mais ça reste très accessible. Le low-code, c'est du code rendu accessible, mais ça reste du code. Et aujourd'hui, le Papercraft, c'est ça. C'est un outil qui a été 100% créé in-house, donc c'est vraiment les premiers ingénieurs de Papernest, et même les fondateurs ont participé à ça, et notre CTO a codé Papercraft. C'est une technologie qui permet à nos équipes produits, dans un scope très strict, dans le sens sûr, d'expérimenter tout ce qu'on veut sans avoir la crainte de tout casser finalement. On va pouvoir lancer un nouveau parcours d'acquisition. Tu vois, je me mets 2 heures devant mon ordi, j'appelle tel composant et tel autre, je change les wordings, je connecte telle data et je vais la stocker à tel endroit, et je vais la récupérer à un autre endroit pour créer ce flow-là. Et en 2 heures, je peux avoir quelque chose de live, je vais le pusher en prod et c'est live. Ça, c'est pour la partie build. Mais dans la partie itération, c'est infini parce que à partir du moment où je suis owner de mon code, donc de mon low code, mais de mon code, je peux intervertir, je te donnais l'exemple d'un AB test sur intervertir 2 champs. Voilà, j'intervertis les 2 lignes, je fais ma pull request, je la fais valider, ça part en prod, et en 1 heure, le cycle, c'est terminé. Et donc, j'ai de l'impact très rapidement pour mon utilisateur. Et tout ça, c'est le product manager qui le fait de manière totalement autonome. Exactement. C'est un outil 100% autonome pour l'équipe product. Et tu as une review, j'en sais rien. Moi, en product manager, je lance un nouveau parcours avec des champs qui sont finalement en 8 étapes et plus en 6. Donc, je bouscule un peu la méthode, je rebranche de la data à tel endroit. Tu as quand même une review qui est faite par quelqu'un ou tout le monde est autonome là-dessus? Exactement. Alors, c'est du low-code, mais on s'est quand même inspiré des meilleures pratiques qui ont été éprouvées depuis des dizaines d'années dans le développement web de manière générale. Voilà, relire. Enfin, quand on fait son code, on fait jamais du code ou du low-code de manière malveillante ou avec l'idée d'introduire un bug. Ouais. C'est toujours une bonne idée de le faire relire par quelqu'un qui a les yeux frais sur le sujet, ne serait-ce que par apprentissage, de challenger l'approche, etc. Parce qu'à la fin, on est en train de coder une fonctionnalité. Et puis après, on a tout un tas de tests automatisés. Ouais, ça. Je te disais, c'est dans un environnement très strict, dans le sens sûr, dans le sens safe. Tu vois, en fait, on peut rien vraiment casser de manière générale. Et donc, en fait, ça nous donne quand même une très grande flexibilité et agilité. Passionnant, ça, pour les products et surtout les products d'aujourd'hui, je trouve. Ça fait un peu ma transition. Mais comment, toi, tu vois le rôle de PM demain, vers où il va évoluer, tu penses? Et d'ailleurs, tu me disais que vous avez fait un peu la transition là-dessus depuis juin. Donc, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, on a eu une émergence des outils, on va dire, de l'usage de l'IA de manière générale. Donc, il y a quelques mois encore, c'était simplement de demander à ChatGPT de relire tes specs, par exemple. Ouais. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de redondance? Enfin, comment on peut faire la version la plus light et facile à comprendre? Ça va de... je fais cette feature, quels sont les critères d'acceptance auxquels tu penses pour te donner des idées et te faire gagner un temps fou, en ayant donné le bon contexte, évidemment, jusqu'à, en fait, je vais prototyper avec Lovable et puis ça va partir en test utilisateur en quelques dizaines de minutes, j'exagère, mais en quelques heures ou une demi-journée, là où avant on aurait dû faire un brief, s'aligner avec le product designer, avoir un prototype. Même pour le product designer, il n'est pas remplacé, il est juste attribué à des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée.
prototyper pour mettre à la poubelle, c'est un peu la différence entre le code et le no-code. Par exemple, moi j'ai une idée en tant que product manager et je suis chez Papernest. Je vais sortir ma licence Lovable. Je vais aller prompter à Lovable que par exemple je veux un nouveau parcours pour comparer deux offres entre elles. Je vais faire ça sur Lovable. Je vais mettre de la data dans Supabase et puis ensuite je vais venir tester ça avec un utilisateur en live. Exactement. Franchement, tu peux faire exactement ce que tu faisais avec un prototype Figma haute fidélité. Juste, tu vas le faire en 10 fois moins de temps, avec en plus de ça une expérience utilisateur beaucoup plus proche de la réalité. Tu vois, on se souvient des prototypes où on se disait bon bah là ce bouton là est cliquable et il envoie telle étape, mais tu pouvais pas faire retour parce qu'on avait oublié de connecter le bouton retour. Voilà, ça dans Lovable on sait très bien que voilà c'est par défaut. Donc ça c'est un peu l'usage qu'on peut en avoir. C'est pas encore tout à fait répandu, tu vois, c'est quelque chose qui s'intègre au fur et à mesure dans les process. Et une fois qu'on y a goûté, tu pousses auprès de tes équipes produits, toi, au maximum pour qu'ils adoptent ça. Ouais, que ça soit au produit ou à la tech, tu vois, le fait d'être accompagné par des copilotes IA, de manière générale, en fait, c'est juste du temps gagné de l'efficacité. Et tu vois, on peut pas se dire que dans des métiers où on pense qu'on n'a jamais le temps de rien, le gain de productivité est inutile. Et c'est pas forcément pour faire beaucoup plus de choses au quotidien. C'est pour se dire, en fait, sur cette tâche, d'habitude, j'y aurais passé 1 heure parce que je suis dans le rush et je dois jongler entre mes meetings et mes specs, etc. Mais là, en fait, tu auras le temps d'y passer 2 heures et de le faire de manière plus approfondie, avec plus de profondeur de vue. Donc ça, c'est intéressant. Le PM de demain, il est celui-là, tu vois. Et c'est exactement de se dire, en fait, qu'est-ce qui fait du sens? Comme je te parlais de nos 2 métriques, notre chiffre d'affaires et notre NPS, ou dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour mon business et pour mon utilisateur? Ouais. Ça, tu vois, l'IA ne peut pas nous guider à quelque chose de tout fait. Alors en revanche, l'IA va nous aider à se dire, sur telle fonctionnalité, voilà le benchmark ultra exhaustif de l'Europe. Là où aujourd'hui, tu vas faire un benchmark exhaustif de l'Europe, donc déjà, tu vas penser à 3 pays, tu vas en oublier la moitié, et puis en fait, il y aura toujours une startup qui est un peu underground et que tu auras zappé, et que quand tu vas l'avoir sous les yeux, tu vas te dire ah, ça remet en cause tout mon benchmark. Ouais, bien sûr. Alors que là, l'IA, tu vois, tu lui dis bon, voilà, je pense à ça, donne-moi les meilleures startups les plus successful dans leur milieu, dans les X pays. Hop, t'as un récap, et ça, c'est des heures gagnées, quoi. Ouais, donc c'est ça. Le PM doit devenir celui qui va trouver ce qui est le plus intéressant à faire, mais tout ce qui va être de rédiger des specs, s'assurer d'aller faire des prototypes avec son product designer, etc. Tout ça, ça doit être le plus automatisé possible. Et encore une fois, on déplace peut-être la valeur un peu d'un PM qui maintenant devient assez stratégiste, assez, tu vois, doueur aussi, builder. Donc on a un PM qui est un peu plus touche à tout qu'avant. Et du coup, je trouve que ça a peut-être la valeur, tu vois, d'aller plus toucher directement le business assez rapidement. Exactement. Je pense que là où avant, on était un peu en environnement de staging, tu vois, on pouvait se faire... Ouais. On faisait des prototypes pour la prochaine feature qu'on veut faire. Ouais. Là, demain, on va faire des prototypes pour tout ce qu'on a en tête. Ouais, et donc, ça. en fait, tu vas juste ouvrir tes chakras beaucoup plus. Et plutôt que de faire un prototype sur quelque chose que tu auras déjà vu chez un compétiteur et qu'il te faut absolument pour X ou Y raison, tu vas passer le même temps, mais tu vas avoir 10 fois plus de tests en parallèle. Ouais, et puis l'autre jour, tu vois, je me suis amusé à utiliser Lovable et je lui ai dit, voilà, j'aimerais juste avoir une feature, un module qui me permette de faire ça. Donc, tu vois, directement l'objectif business. Et je lui ai pas donné les lignes en disant, je veux telle fonctionnalité. Je lui ai vraiment donné mes problématiques et ce que j'aimerais avoir. Et c'est vrai qu'il m'a sorti un produit. Alors, tout n'était pas parfait, mais ça m'a apporté beaucoup d'idées en tant que product sur le parcours, l'UX et puis sur différents composants. Donc j'ai trouvé ça hyper enrichissant aussi, tu vois, d'avoir ce regard extérieur. Et il faut se dire que tout ce que va te sortir Lovable, c'est le fait d'avoir agrégé l'ensemble des expériences connues sur le marché. Ouais. Donc toi, tu penses à ta feature de cette manière-là. Le fait de rien que de la prompter dans Lovable, il va t'en sortir une version alternative qui va juste t'ouvrir les yeux sur d'autres possibilités, quoi. Hyper intéressant, le product de demain, d'avoir un peu de ta vision. Pour finir, quelque chose dont tu es fier dans ton passage chez Papernest, que tu as mis en place, une méthode, une fonctionnalité. Raconte-nous une petite anecdote. Alors c'est plus qu'une anecdote, ouais. Je pense que là, tu vois, je vais fêter mes 3 ans à Papernest. À chaque fois avec mon collègue CTO, on se retourne sur la semaine passée, le mois passé ou le quarter passé. On se dit putain, c'était vraiment beaucoup d'énergie, on a beaucoup travaillé, etc. Et quand on regarde la big picture, de manière très générale, la place du produit et de la tech, je mêle vraiment les deux parce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, L'un va pas sans l'autre, ouais. C'est un binôme nécessaire.
la place du produit et de la tech à Pappernest a littéralement changé. On est passé d'une fonction qui supporte le business et qui est limite un mal nécessaire pour aller souscrire un contrat automatisé via une API à comment on fait pour avoir plus d'enablers encore de business. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce que tu passes de... tu vois, si on se projette quelques années en arrière, de manière générale dans le produit, quand on parle d'une relation de stakeholder, où on est vraiment dans une relation client-fournisseur dont on parle tout le temps, etc. Aujourd'hui, on a maintenant quand même la satisfaction de se dire, tiens, ça, sans tout ce qu'on avait construit, on aurait été incapable de le faire. Tu vois que tu es générateur de business potentiellement aujourd'hui, là où avant tu étais plus vu comme quelqu'un, pas un exécutant, mais tu pouvais être rapproché d'un rôle un peu plus comme celui-ci. Ouais, exactement. En tout cas, ça, c'est sûr et certain qu'il y a 4-5 ans à Pappernest, c'était beaucoup plus le cas. Aussi parce que, en fait, dans une approche héroïstique et lean de manière générale, et ensuite, une fois que tout ce que tu as construit devient des nouvelles fondations pour la suite, et en fait, c'est une exponentielle. Ouais, hyper intéressant. Merci Valentin pour cette belle intervention, pour tous ces récits sur ton aventure chez Pappernest et puis avant. C'était hyper intéressant. J'ai adoré échanger avec toi, d'avoir un peu cette vision sales, product, enfin bref, de voir que tu es un vrai entrepreneur, quoi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on se retrouve sur un prochain épisode sur OnZone.